C'est maintenant l'heure de la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau, qu'on accueille tout de suite dans les studios. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Caroline, ça va bien? Ça va bien. Comment tu trouves le froid de la semaine en ce moment? Ah, c'est quelque chose. Ça réveille ou ça l'endort, on sait pas trop, là, mais... Ouais. Faut un peu des deux. endurer d'une certaine manière, mais en tout cas, on a hâte que ça l'arrête, en tout cas. Mais oui, on se garde en pleine forme comme on peut. Aujourd'hui, tu voulais nous parler dans ta chronique de l'affaire des poisons, qui est un cas de sorcellerie pendant le siècle de Louis XIV. Donc, déjà à ce temps-là, on parlait beaucoup de sorcières. Oui, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que les sorcières, on imagine ça beaucoup pour le Moyen Âge. Ouais. Les gens à l'époque de Louis XIV, donc Louis XIV a régné de 1643 à 1715, donc essentiellement le 17e siècle, eux aussi ils le pensaient. Et la grande révélation de cette affaire-là, c'est en fait il y en a trois. Tout d'abord, on pensait qu'à l'époque de la raison, des découvertes scientifiques. Le 17e siècle, c'est aussi le raffinement de la culture française. On se disait, voyons, il y en a plus de sorcières. Mais oui, il y en avait. L'autre révélation, c'est qu'on a découvert qu'on pensait que c'était le peuple qui vivait dans l'obscurantisme, qui était un peu arriéré, illettré, qui se tournait vers la sorcellerie. Bien non, dans cette affaire-là, il y a toute la cour de Versailles, la noblesse, qui a recours à des sorcières. Et finalement, le sommet du scandale, eh bien, il y a une aristocrate qui est impliquée dans l'affaire des poisons, et c'est nul autre que la maîtresse de Louis XIV, la marquise de Montespan. Donc, à l'époque, ça a été une grosse affaire. Eh ben, j'imagine quand que ça inclut des célébrités comme ça. Oui, intime. Exactement. Donc, si on peut décrire, c'était quoi une sorcière au 17e siècle? Ben, en fait, c'est un générique. Ça englobe vraiment beaucoup de monde. Donc, dans ça, il y a les devineresses. Donc, les astrologues, les diseuses de bonne aventure. Oui. Vous avez les alchimistes qui sont censés changer le plomb en or. Vous avez les faux monnayeurs, très courants à l'époque, qui font de la fausse monnaie. Vous avez des guérisseuses, ce qu'on appelait des faiseuses d'anges, ceux qui pratiquaient des avortements. Vous avez des prêtres dévoyés, ceux qui avaient changé de culte, qui se consacraient au culte de Satan. Et bien sûr, vous avez les empoisonneuses. Mais l'aspect vraiment le plus sinistre, c'est les prêtres dévoyés qui organisaient des messes noires. Habituellement, quelqu'un voulait obtenir de l'aide pour réaliser un vœu. Les prières envers Dieu n'étaient pas suffisantes. Donc, on se tournait vers son rival, le diable. Et donc, c'était des messes noires, donc des messes dédiées à Satan. Souvent, il y avait une femme sur une table et là, le prêtre... Pas un sacrifice, là, j'espère. Il y avait des sacrifices, il y avait des meurtres rituels de nouveau-nés ou d'enfants. Donc ça c'est vraiment l'aspect le plus sinistre. Ça s'est fait. Là, ça a probablement été très exagéré. On sait pas quelle était l'ampleur, mais ça s'est fait. Donc ça, c'est quand vous voulez avoir quelque chose à tout prix, vous faites une demande au diable et vous acceptez de participer à ce qu'on appelait des messes noires, dans le fond. Et il vous faut un prêtre qu'on payait qui acceptait de changer de côté, donc de faire le culte de Satan. Wow, OK. Donc, il y a quand même toute une variété de différentes pratiques, là. Il y a de tout. Il y a des idées. Puis même ceux qui touchent un petit peu la science. Intéressant. Oui, un peu. Oui. Puis il y a des cas qui sont plus inoffensifs. Tu sais, il y a des gens, des vieilles femmes qui connaissaient les plantes puis qui pouvaient trouver des médicaments, tout ça. Et à côté de ça, vous avez les messes noires. C'est ça. Alors, pourquoi les sorcières étaient-elles si importantes même au 17e siècle? En fait, les sorcières, c'est une époque où on est très religieux et comme ça arrive souvent, la frontière entre la foi en Dieu et le culte du diable, c'est très mince, hein. C'est les superstitions, la foi, la frontière est ténue et donc on pouvait passer de l'un à l'autre. Mais surtout, ce qui est important, la question des poisons, c'est l'arme des femmes au 17e siècle. Et donc, c'est pour ça que cette affaire-là est intéressante parce qu'on étudie souvent des affaires judiciaires dans l'histoire qui concernent les hommes. Mais dans ce cas-ci, ce sont les femmes qui sont actives en tant que sorcières et en tant que clientes des sorcières. Parce qu'à l'époque, la femme est sous l'autorité du père, du mari, peut être sujet
à la violence domestique, il peut avoir des abus envers les enfants. Donc, une façon d'éviter la cruauté du mariage, d'une certaine façon, c'est d'avoir recours à des poisons pour aider le sort, avoir un coup de pouce du sort. Ça peut être aussi, certaines femmes veulent avoir accès à l'héritage plus rapidement. Parfois, on veut se débarrasser d'un mari encombrant pour épouser son jeune amant. Bon, il y a aussi, je parlais des faiseuses d'anges pour interrompre des grossesses. Et il y a aussi, très important, les filtres d'amour. Donc, quand on veut séduire un homme puissant ou influent, ou quand on veut conserver son affection, eh bien, on va avoir recours aux sorcières qui vont fabriquer des filtres d'amour. Et semble-t-il, ça pouvait avoir une influence. C'est ce que la marquise de Montespan va faire. Il va, disons, verser dans le vin de son royal amant des filtres d'amour pour conserver ses faveurs. La croyance est très forte là. Oui. Donc, qui est le directeur de la police générale de Paris, Nicolas de la Reynie? Donc, un personnage très important, c'est vraiment lui qui s'occupe de tout Paris. Il est responsable de la loi et l'ordre à Paris. Ses tâches sont très variées. Donc, il doit faire la guerre aux gangs de rue. Donc, il y avait des gangs de rue dangereuses à l'époque. Il s'occupe de l'hygiène dans la ville de Paris. Il va paver les rues. Il va fournir un éclairage avec des lanternes. Donc, c'est très divers, ces activités. Il est chargé par le roi de, justement, éradiquer la sorcellerie à Paris. Et c'est quelqu'un qui a une conception moderne de la police. Il va avoir ce qu'on appelle des mouches et des moutons. Donc, les mouches, c'est des gens qui vont infiltrer des réseaux criminels et les moutons, c'est des gens qui partagent les cellules des prisonniers pour obtenir des informations. Donc, il y a ces espions partout. Donc, un homme de police extrêmement efficace et c'est lui qui est en charge de régler la question de l'affaire des poisons. Ouh, d'accord. Et puis, qui était la marquise de Brinvilliers? Donc voilà. Donc la Reynie fait une enquête, il tombe chez monsieur Lacroix, il fait une perquisition, il trouve une cassette. Donc une cassette, c'est un peu un petit coffre avec une correspondance et le nom de la marquise de madame Brinvilliers est là. Et avec elle, c'est le début de l'affaire des poisons. Donc c'est tout un personnage. C'était une femme aux mœurs dissolues. Elle avait beaucoup d'amants. Elle était très dépensière, ce qui l'amène à vouloir mettre la main de l'héritage de son père. Donc, elle empoisonne son père. Malheur, ce sont ses frères qui héritent. Donc, elle empoisonne ses deux frères aussi. Elle va tenter d'empoisonner sa sœur qui était très pieuse, qui désapprouvait son mode de vie, et aussi sa propre fille, une adolescente de 15 ans qu'elle trouvait très bête. Oh, et donc, donc la liste est longue là, de ces victimes. La liste est longue, puis elle s'arrête pas là parce que elle va s'approvisionner chez la voisine, qui est une sorcière qui a une grande clientèle parmi la noblesse, mais pas certain de la valeur du poison. Donc, elle va faire des biscuits et soi-disant pour réconforter les malades à l'hôpital, elle va distribuer les biscuits pour tester le poison. Oh! Donc, c'est vraiment une personnalité répugnante. Et donc, elle va être arrêtée, elle va être jugée, elle va parler beaucoup, elle va paniquer, elle va donner beaucoup de noms et elle va être exécutée. Et avec ce témoignage-là, ben là, c'est l'enquête de la Reynie qui va remonter aux sources de cette manière-là. Donc, c'est vraiment le début là de l'affaire des poisons. OK, d'accord. Et là, on se demande c'était quoi la chambre ardente? Donc, très rapidement, il y a des noms qui circulent. Il y a des noms de la noblesse, donc des gens à la cour de Versailles. Et donc, la noblesse, ils sont tous mariés entre eux, donc ils sont apparentés à la famille du roi. Et donc, l'entourage du roi semble être impliqué, notamment les femmes. Et donc, le roi décide de créer ce qu'on appelle une chambre ardente. Donc, les interrogatoires se font dans une chambre. Elles sont menées par la Reynie. Et la Reynie et ses conseillers dans la chambre ardente ne peuvent pas divulguer l'information à d'autres personnes que le roi. Dès que l'interrogatoire se termine,
Larini va entretenir le roi des développements de l'enquête. Donc, c'est presque une justice parallèle et seul le roi est informé des développements de l'affaire. Donc, c'est ce qu'on a appelé la chambre ardente. Et c'est lors de ces interrogatoires-là, notamment d'une sorcière qui s'appelle Lavoisin, que le nom de la marquise de Montespan va apparaître. Et là, Larini est très traumatisé. Il est obligé d'en parler au roi avec des gants blancs de façon extrêmement délicate. Wow. Puis on dit que Lavoisin, elle s'est fait brûler? Oui, Lavoisin s'est fait brûler. C'était elle qui était à la tête d'un énorme réseau et notamment elle avait une clientèle parmi la noblesse. Elle était dans le deluxe. Donc, elle s'est beaucoup enrichie avec toutes sortes d'activités, vendant des poisons, des filtres d'amour. Elle ne va pas parler, mais sa fille, Marguerite, va paniquer. Et là, elle va tout raconter ce qu'elle sait et probablement inventer beaucoup. Et là, c'est là que ça prend des proportions incroyables et que la marquise de Montespan est incriminée. D'accord. Ben, qui était Madame de Montespan? Eh bien, elle est la maîtresse officielle donc, ce qu'on appelait à l'époque, plus joliment, la favorite du roi Louis XIV pendant environ 10 ans, de 1667 1678, réputée pour être la plus belle femme de son temps et aussi d'avoir un grand esprit. D'ailleurs, elle était très redoutée parce qu'elle pouvait ruiner une réputation par une phrase assassine. Et donc, ses salons étaient très courus. Donc, elle règne sur l'esprit, le cœur et le corps du roi. Donc, c'est probablement la femme la plus influente de son époque. Elle va faire 7 enfants au roi Louis XIV, qui vont être légitimés. Donc, qui vont devenir, dont la naissance va être reconnue, ce qui n'était pas courant à l'époque. Donc, beaucoup d'influence. Et, sauf que avec le poids du temps, elle sent que ses charmes opèrent beaucoup moins auprès du roi. Et donc, le roi espace davantage ses faveurs, et notamment, le roi a jeté son dévolu sur Rose Angélique de Fontanges, qu'on appelle la Dame de Fontanges, qui est vraiment une beauté de 18 ans, dont les courtisans disaient bien méchamment qu'elle était belle comme un ange, mais bête comme un panier. Oh. Et donc, elle tombe enceinte, et là, la marquise de Montespan est complètement paniquée parce que là, elle risque de se faire ravir une position très convoitée qui est la favorite en titre du roi. Mm-hmm. Alors, on la rapproche de quoi exactement? Donc, c'est des rumeurs, hein, parce que Madame de Montespan, très belle, très intelligente, une grande culture, mais aussi elle a beaucoup d'ennemis et c'était pas quelqu'un de facile à vivre. Donc, elle a beaucoup d'ennemis et donc il y a des rumeurs qui circulent et donc on l'accuse évidemment d'avoir versé des filtres d'amour dans le vin du roi, d'avoir participé à des messes noires. Ça, c'est des accusations extrêmement graves, donc complètement... C'est quelqu'un qui a juste lancé ces accusations-là? C'est des rumeurs, on sait pas trop. On sait pas trop, mais en même temps, elle était capable de tout. C'est une femme très ambitieuse. Est-ce qu'elle aurait été désespérée au point de... Parce que par la messe noire, on fait une demande express à Satan, à Lucifer. Est-ce qu'elle était désespérée à ce point-là? Ouais. Et on l'accuse aussi d'avoir empoisonné la dame de Fontanges parce qu'à la suite de son accouchement, elle va mourir. Certains disaient qu'elle aurait distribué des gants qu'elle aurait fait tremper dans l'arsenic et elle aurait offert ça à la dame de Fontanges. On pense plutôt que, en raison des conditions d'hygiène vraiment misérables lors des accouchements, hein, les instruments étaient pas stérilisés, les médecins se lavaient pas les mains, elle aurait eu une infection, elle serait morte à les suites de l'accouchement. Mais il y a bien des gens qui croient à la thèse de l'empoisonnement et les autopsies qu'on a fait ne révèlent rien, donc on sait pas exactement. Mais donc là, Madame de Montespan, elle est au cœur des accusations et donc c'est assez gênant pour le roi puisque c'est la mère de 7 de ses enfants quand même. Ça affecte complètement la réputation.
Complètement. Voilà. Alors, comment est-ce que toute l'affaire est venue à sa fin? Donc, Louis XIV dit, c'en est trop. Là, je peux plus en prendre, là. Non, C'est trop d'informations. Donc, il décide de clore l'affaire. Les prévenus, ceux qui sont impliqués dans le réseau de sorcellerie, vont subir la peine de l'enfermement. C'est-à-dire, on va les répartir dans des forteresses du royaume. Elles n'ont pas le droit d'avoir de visite. Elles ne peuvent pas parler à leurs gardiens et ils vont être enfermés là pour toujours. Celui qui est resté le plus longtemps, c'est 34 ans. 34 ans. Donc, on décide... Sans avoir de la visite, sans parler à... Complètement. Ils vont être coupés du monde jusqu'à la fin de leur existence. Et donc, on étouffe l'affaire et Louis XIV ordonne de détruire tous les comptes rendus des interrogatoires. Mais Larigny, qui était quelqu'un de très méticuleux, peut-être jusqu'à l'obsession, il transcrivait des doubles des dépositions des témoins. Et les doubles ont été conservés, on les a retrouvés. Et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de l'affaire des Poisons, parce que sinon, ça l'aurait sombré dans l'oubli. Et pour Madame de Montespan, eh bien, elle va être exilée de la cour. Elle ne pourra plus jamais réapparaître à la cour. Elle va finir ses jours dans son château. Là. Elle a quand même pu conserver ses biens et ses propriétés. Elle va mourir 27 ans plus tard, sans que jamais le roi ne lui reparle. Et le roi, semble-t-il, va être assez traumatisé parce que c'est un womanizer. Hein. C'est un homme à femme. Il était connu pour ses maîtresses. Il va se marier secrètement avec Madame de Maintenon et il va avoir une vie rangée. On ne lui connaîtra plus jamais de maîtresse. Donc, je crois qu'il a trouvé que ça avait été beaucoup trop loin et va mener une vie beaucoup plus tranquille d'un mari exemplaire, finalement, ce qui n'était pas son habitude, disons. Faut pas fâcher les femmes. Il a compris sa leçon, je pense. Il dit, moi, je me tiens un peu à distance de certaines femmes. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire de l'héritage là, de l'affaire des Poisons? Il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que le plus intéressant, c'est qu'avec Larigny, on développe une méthode d'enquête policière moderne. Parce qu'avant ça, on arrêtait, on faisait parler, on obtenait des aveux, on condamnait. C'était assez simple. Mais lui va développer vraiment des méthodes modernes. Donc, recherche d'indices, des perquisitions, saisie de pièces à conviction, essayer d'obtenir des témoignages, créer des dossiers et des fiches sur les suspects, infiltrer les organisations. Donc, c'est vraiment la naissance de la police moderne. Puis je dirais aussi que, en fait, ce que ça nous révèle, l'affaire des Poisons, à chaque époque, on croit qu'on est la société la plus évoluée, la plus raffinée, la plus avancée, mais dans chaque société, avec la lumière, il y a toujours un côté sombre. Puis le grand siècle, comme on le dit, le siècle de Louis XIV, on pensait que c'était la société la plus raffinée au monde. Et à côté de ça, il y avait de la sorcellerie. Ouais, ben c'est ça. Finalement, est-ce qu'on a su, est-ce qu'on avait trouvé de la preuve qu'il y avait justement du poison utilisé ou ça a vraiment jamais été... Oui. Il y a eu des empoisonnements. On n'a qu'à penser à notre chère marquise de Brinvilliers. D'accord. Il y a eu des empoisonnements. Il y a des hommes probablement qui ont bu des filtres d'amour. Puis je donnerai pas la recette en ondes, mais ce n'était pas fait avec de la fleur d'oranger ou des pétales de rose. Et donc, il y a eu des empoisonnements, puis il y a eu quelques cas de messe noire qu'on a dû exagérer le nombre, mais ça existait. Donc, il y a vraiment eu de la sorcellerie. Il y a eu des crimes, là. Oui, c'est pas un fantasme. C'était pas juste des rumeurs. C'est pas un fantasme. D'accord. Oui, il y a eu des crimes. Wow! Hey, c'est fascinant tout ça. Alors que ça s'est passé en 17e siècle, c'est quand même vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Et la trame sonore, c'est tiré d'un film qui s'appelle Au temps des sorcières. Ça s'appelle Aksan. C'est un film danois qui a été fait en 1921. Et c'est un classique du genre, donc je vous invite à écouter la trame sonore. Génial, ça rentre parfaitement dans le thème de notre chronique. Merci beaucoup, Jean-Philippe.